Il est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui nous recevons l'écrivain Hugo Boris. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans quelques instants vous allez nous parler de Trois grands fauves, votre nouveau roman paru chez Belfond. Également à suivre dans cette émission le grand retour de Bridget Jones en librairie après 14 ans d'absence. Et puis le plus vieux cinéma du monde a rouvert ses portes à La Ciotat, dans le sud de la France. Et donc Hugo Boris, on parle de votre 4e roman. C'est 3 ans après Je n'ai pas dansé depuis longtemps, vous avez reçu à cette occasion. On est ravis de vous retrouver. Et là donc avec vos 3 grands fauves, il s'agit donc de Danton, de Victor Hugo et de Churchill. Pourquoi les avoir choisis eux d'abord ? Alors, tout est parti de Danton et je préparais le concours d'entrée à Loup Lumière. La fameuse école de cinéma. Voilà. Et donc c'était une école plutôt scientifique et technique, et moi j'ai une formation plutôt littéraire, et donc je prenais des cours du soir pour me préparer. Et écoutez, vous n'allez pas me croire, mais un soir, je n'avais pas dîné, et j'ai commencé à avoir très faim, mais terriblement faim, et je me suis mis à chercher où ce que si j'avais eu des miettes dans ma poche, je les aurais mangées. Bon, et puis rien. Et puis j'ai commencé probablement à faire une espèce de malaise hypoglycémique léger. En tout cas, j'ai commencé. J'étais dans un état second. Je divaguais. Et j'ai commencé dans cette divagation à me demander quelle serait la plus grande ironie pour quelqu'un qui a faim. Ouais. Et j'ai pensé que c'était d'être en route pour l'échafaud. Dis donc, c'est gai. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire d'être comme ça sur la charrette des politiques, d'avoir cette perspective d'un corps qui va être décapité et d'avoir être encore agité par du désir. Le corps, lui, ne le sait pas. C'est le cas de votre Danton, parce qu'on le retrouve, en tout cas à la fin, sur l'échafaud. Et justement, il ne pense qu'à son estomac. Après. C'est ça. Et c'est venu dans ce sens-là. C'est que je me suis demandé ensuite quel homme politique de la Révolution française pourrait être le dépositaire d'une telle fin. Et c'est là que j'ai pensé à Danton, qui était un homme d'appétit. Et je me suis documenté sur Danton. Alors là, j'ai découvert un destin extraordinaire. Et j'ai eu ensuite envie de lui associer 2 autres grandes figures, Victor Hugo pour le 19e siècle et Churchill pour le 20e siècle. Et vous leur trouvez évidemment des points communs. Racontez-nous un peu justement comment vous avez fait les liens entre ces 3 personnages. Alors ça, c'est étonnant parce que au départ, c'était une intuition. Et puis, en enquêtant, je me suis rendu compte à quel point il y avait des rhizomes, des fils conducteurs, des passerelles entre eux. Et d'ailleurs, je m'amuse à faire beaucoup de clins d'œil tout le long du livre. Et notamment, ils ont en commun d'avoir échappé tous les 3 très jeunes à la mort. Mmh. Et au lieu d'y avoir puisé une forme de sagesse, ils y ont puisé une folie, une extravagance, une démesure. Ce ne sont que de simples survivants, et en fait, ils se sont crus immortels. Alors évidemment, tout ça pour vous intéresser à l'idée de grand homme. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui un grand homme ? Vous avez la réponse dans ce roman, vous avez trouvé, en faisant vos recherches, pour vous, qu'est-ce qui sont les qualificatifs d'un grand homme ? Alors, je ne sais pas, j'espère le toucher du doigt, parce que c'est vrai que je tresse un cordon ombilical entre eux. Je crée une filiation imaginaire, et peut-être qu'il donne vie à un 4e personnage qui serait le grand homme. Il y a un rapport au corps. Ils ont une capacité à mettre leur corps dans la balance. Et ils n'ont pas peur de mourir. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Et vous savez, il y a ce proverbe qui ne craint pas de perdre sa vie, dispose de la vôtre. Et d'une certaine façon... Ça leur donne ce charisme, en fait. Ils sont fascinants. Ils sont tout puissants. Alors ça pourrait être des biographies assez simples, mais c'est très subjectif. Justement, quelle est la frontière ? Vous le dites, vous êtes beaucoup documenté, mais vous n'avez pas voulu prendre le point de vue d'un historien. Vous y ajoutez votre touche personnelle. Quelle est la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est purement de la fiction dans ce livre ? Je ne sais pas si Danton avait faim sur la charrette. Ça, vous l'avez imaginé, c'est évidemment. L'imagination pure. Que Paul Reynaud et Churchill se retrouvent face à la statue de Danton, pareil, je n'en sais rien. Mais je reste, si je suis infidèle quelquefois à l'histoire, je suis fidèle à mon sujet. Voilà. Bien sûr, oui, aux hommes que vous décrivez. Je crois que ça fait très longtemps que vous travaillez sur ce livre, qu'en tout cas, l'idée est née il y a très longtemps. Pourquoi est-ce que vous avez dû laisser un peu ce projet germer ? Alors, oui, parce que j'ai commencé à travailler sur ce livre il y a 13 ans. Et en fait, vous m'aviez reçu pour Je n'ai pas dansé depuis longtemps, qui
parlait du cosmos et rien à voir dans l'espace. Et pour la première fois, c'était donc mon 3e roman à l'époque, j'ai traversé une espèce de dépression littéraire. Je n'arrivais pas à m'intéresser à un autre sujet après celui du cosmos qui est tellement riche, qui touche à tellement de domaines. Et ce sont ces 3 hommes-là, tellement terrestres pour le coup, qui m'ont sorti de l'ornière et qui m'ont redonné envie d'écrire. Alors vous pouvez les remercier. Vous restez encore un peu avec nous, Hugo Boris, puisqu'on va parler d'un autre phénomène de librairie. J'imagine que vous connaissez Bridget Jones, oui. Évidemment. Alors la plus célèbre des célibataires londoniennes est de retour dans le tome 3 de ses aventures, signé Helen Fielding. Après 14 ans d'attente, les fans la retrouvent veuve, cougar et mère de 2 enfants. Depuis 1996 et la sortie du premier opus, la saga a déjà été écoulée à plus de 15 millions d'exemplaires dans 40 pays. Alors qu'est-ce qui fait le succès de cette anti-héroïne? Élément de réponse. Elle a du charme, mais quelques petits kilos en trop. Elle fume, elle boit, frôle parfois le ridicule. C'est tout sauf une princesse et c'est pour cela que c'est une icône. Depuis presque 20 ans, en roman puis à l'écran, Bridget Jones a conquis plusieurs générations, notamment de femmes bien sûr. Ces Anglaises sont venues en nombre pour la sortie du 3e tome et elles avouent qu'il y a toujours eu une part de Bridget en elles. On fait toutes des conneries comme elle. Elle parle bien des rencontres avec les mecs et de comment les hommes peuvent être de vrais salauds. Vous n'avez absolument aucun message. Pas l'ombre d'un. Même pas de votre mère. Ce livre a changé ma vie. Il m'a redonné de l'espoir pour plusieurs choses. Grâce à ce livre, je suis venue ici, en Angleterre, il y a plusieurs mois, et j'ai décidé de m'y installer. Il lui arrive de trébucher en sortant d'un taxi, ivre comme peuvent l'être les Anglaises les samedis soirs. Ou encore de porter des tenues pas toujours du meilleur goût, comme on peut parfois en croiser dans les rues britanniques. Elle est imparfaite, mais ça ne l'empêchera pas de trouver le grand amour. Cette anti-héroïne est en fait une londonienne très moderne. Quand Bridget est arrivée, ça a relâché la pression sur les femmes. La femme des années 80 était une femme de pouvoir. Elle n'avait droit à aucune faille. Avec elle, ce fut très rafraîchissant. Malheureusement, le 3e tome pourrait décevoir les fans. Mark Darcy, le grand amour de Bridget, est décédé et les critiques ont assassiné le livre, trouvant qu'à 50 ans, Mademoiselle Jones n'avait plus le même humour qu'à 30. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous faire votre propre avis. Vous le disiez un peu dans cette émission, Hugo Boris, vous êtes diplômé de l'école Louis Lumière. Le cinéma n'est jamais trop loin. Vous vous en nourrissez pour vos romans ? Oui, j'ai souvent l'impression de savoir où se trouverait la caméra si je devais. Ça se sent à la lecture. Parfois, vous décrivez des scènes, les descriptions sont quasiment cinématographiques. Eh ben, si ça pouvait donner l'idée à quelqu'un de l'adapter. Voilà, pourquoi pas un jour. En tout cas, ça va peut-être vous intéresser puisque le plus vieux cinéma du monde a rouvert ses portes. Ça se passe à La Ciotat, près de Marseille. C'est là que les frères Lumière ont projeté leur premier film en 1899. Ces dernières années, de nombreuses anciennes salles ont été rénovées pour le plus grand bonheur des spectateurs. 52 petites secondes, mais un grand pas dans l'histoire du cinéma. Nous sommes en 1899, le film s'intitule « Arrivée d'un train en gare de La Ciotat ». Il est signé Les Frères Lumière. La projection est publique et a lieu ici, à l'Eden Théâtre. Un siècle plus tard, la salle mythique ferme ses portes. Pas assez moderne, pas assez rentable. Mais aujourd'hui, après des mois de travaux, l'Eden Théâtre a retrouvé de sa superbe et son objectif, rendre hommage à tous les cinémas. C'est quand même la doyenne des salles des cinémas du monde. Il faut qu'on ait une programmation au top. Elle sera consacrée, entre autres, aux films restaurés, aux fondations qui restaurent des films, puisque nous sommes dans une salle restaurée. Elle sera consacrée également à l'histoire des origines des cinémas du monde. Elle sera également consacrée à la modernité. La Ciotat, mais aussi Paris ou encore Bordeaux. Depuis quelques années, les vieux cinémas ont le vent en poupe. D'abord parce qu'ils ont une histoire. Ainsi, en avril dernier, le Luxor ouvre de nouveau ses portes après 3 ans de travaux. Construit en 1921 en pleine égyptomanie, il sera tour à tour salle de spectacle, discothèque, avant de redevenir un cinéma au cœur de Paris. Idem pour le Français à Bordeaux. Sa rénovation aura coûté 15 millions d'euros, mais le résultat est à la hauteur de l'effort.
Lustres, colonnes et fresques entièrement restaurées. Demandez la salle numéro 1. Moi j'adore venir ici, je croise les doigts à chaque fois pour être dans cette salle quand je viens dans le cinéma. C'est vraiment splendide. Oui, c'est très bon. C'est magnifique. J'espère que le film sera à la hauteur. Car au-delà du décor, il y a, c'est vrai, la programmation exigeante, à l'image du public. C'est une clientèle plus cinéphile et qui va être attirée par des films qui ne vont pas être des grosses productions américaines. Aujourd'hui, ce qui marche chez nous, c'est des films comme Blue Jasmine en ce moment, c'est des films comme La vie d'Adèle. Et on fait de réels scores et de très bons scores sur ces films-là, comparés au cinéma de périphérie. Là où un multiplex draine chaque année plus de 500 000 spectateurs, un beau cinéma, lui, est moins gourmand. Mais sa vocation, c'est aussi de ramener les cinéphiles au cœur de la ville. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Hugo Boris d'être venu nous voir. Je rappelle que son livre 3 grands fauves est paru aux éditions Bellefond. Et puis on va se quitter avec New Gospel Family, un groupe de chanteurs français qui mélange gospel et électro. Ils seront en concert à l'Olympia le 19 octobre et d'ici là, voici leur clip Today. Merci à tous de nous avoir suivis. Louder, God. Just a little bit louder, God. Just a little bit